Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire un exercice donc de type oral 2. Ça peut servir de développement et c'est sur les actions de groupe. Donc, application d'une action de groupe pour démontrer le théorème de Fermat et un théorème de Cauchy. Voilà, donc je ne vais pas faire de chronomètre aujourd'hui. Le but, c'est de prendre son temps pour détailler chacune des étapes. Ça se fait très bien en 15 minutes. Mais j'ai envie de prendre mon temps pour expliquer les choses plutôt que de sauter à chaque fois et de mettre sous le tapis des difficultés. Voilà, c'est parti. Donc l'étape, ça va utiliser plusieurs étapes. Donc je mets pas les théorèmes, tout ça dès maintenant. On va voir au fur et à mesure comment ça se construit. Tout ça, c'est dans le livre de Berruy. Donc voilà, et c'est parti du coup. Première étape en fait, on va commencer par définir soit G un groupe d'ordre n appartenant à n étoiles, et soit P un nombre premier. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire pour commencer? On va construire ici un élément, on va dire la chose suivante, c'est que sigma P agit sur G exposant P de la façon suivante. Donc je prends mon groupe des permutations sigma P et je le fais agir sur G exposant P. Donc ça va aller dans G exposant P de la façon suivante. Je prends donc une permutation, je prends un élément que je vais noter X. Donc X ici, ce sera une P-liste d'éléments de G. On notera du coup G1, GP. Et on va lui associer sigma.x qui vérifiera du coup les coordonnées de G sigma 1 jusqu'à G sigma P. Alors, c'est bien une action de groupe pour les raisons suivantes. Déjà, quand je fais cette application-là, j'arrive bien dans G exposant P. Pour une raison assez simple, c'est que ici, en fait, j'avais un élément du groupe et je lui associe ici en première position un autre élément de ma liste, qui est donc forcément un élément du groupe. Et pour chacun des autres éléments de ma liste ici, eh bien, je vais avoir ici G sigma de P. Ça va être l'un des éléments de ma liste qui est là, c'est-à-dire l'un des éléments de G. Donc j'arrive bien dans G exposant P. Ensuite, ça doit vérifier les deux conditions suivantes. La première condition, c'est que quel que soit X appartenant à G de P, l'identité .x, ça va être égal du coup à G de l'identité de 1 jusqu'à G de l'identité de P, ce qui sera bien égal à G1 GP, c'est-à-dire AX. Et la deuxième chose, c'est que quel que soit sigma 1, sigma 2 appartenant au groupe des permutations, et quel que soit X appartenant à GP, on a que sigma 1 point sigma 2 point X qui va donc être égal à sigma 1, 2. Alors ça, je l'écris G de sigma 2 de 1 jusqu'à G de sigma 2 de P. C'est donc égal à G de sigma 1 de sigma 2 de 1 jusqu'à G de sigma 1 de sigma 2 de P. Ça, c'est égal du coup à G de sigma 1 rond sigma 2 de 1
jusqu'à G de sigma 1 rond sigma 2 de P. C'est-à-dire, ici, on a bien sigma 1 rond sigma 2 de X. Voilà, donc j'ai bien une action de groupe. Maintenant qu'on a cette action de groupe, soit E, l'ensemble des X qui appartiennent à G de P, tel que G1 fois G2 fois GP, donc je dis fois pour la loi de composition interne du groupe, hein, qui est égale au neutre de notre groupe. Alors posons-nous la question, c'est quoi le cardinal de E? À combien est égal le cardinal de E? Donc E, on va l'écrire autrement pour trouver son cardinal, et on va dire que le cardinal de pour trouver son cardinal, on va dire que ce sont tous les éléments de X qui s'écrivent sous la forme G1 jusqu'à Gp-1. Et le dernier élément, du coup, on n'a pas le choix pour obtenir le neutre. Ici, eh bien, on va prendre l'inverse du produit des P-1 premiers éléments. Donc ce sera du coup G1 étoile jusqu'à Gp-1 moins 1 pour le dernier élément appartenant à Gp. Donc là, du coup, forcément, quand on va faire le produit de tout ça, ça nous fera bien 1. Donc cette condition-là est bien respectée. Et donc là, j'ai tous mes éléments. Voilà. Et donc cet ensemble-là, en fait, ça consiste à créer une P-liste. Le dernier élément de la P-liste, il est déterminé par les P-1 premiers éléments. Les P-1 premiers éléments. Ici, je vais avoir n choix, puisque j'ai un groupe qui contient n éléments, hein, puisque j'ai ici, c'est un groupe d'ordre n. Pareil pour celui-ci, j'ai n choix, et pour celui-ci, pas de choix. J'ai donc ici créé une P-liste dont le dernier élément, je n'ai pas le choix, mais les P-1 premiers éléments, j'ai n choix. Le cardinal de E, c'est donc n exposant P-1. Voilà. Maintenant, soit sigma, qui est la permutation 1, 2, 3 jusqu'à P. Et H, qui va être le sous-groupe engendré par sigma, c'est-à-dire ici l'ensemble des sigma k, tel que k appartient à 0 P-1. Voilà, désolé pour l'écriture, j'ai un petit manque de place sur le tableau. D'accord, alors là on a notre H. On va montrer que H agit sur E par restriction. Donc ce que j'entends par restriction, c'est-à-dire qu'en fait là on a montré qu'on avait une action de groupe. Je prends un sous-groupe de ce groupe-là, je prends un sous-ensemble de cet ensemble-là, et donc je sais déjà que quand je vais faire l'action, en fait, si j'atterris au bon endroit, eh bien ces deux axiomes-là seront bien respectés. Donc si je fais agir H sur E, voilà, en respectant exactement les conditions de mon action de groupe qui est là, hein, bien évidemment, le petit i et le 2i sont bien respectés. Ce que je dois montrer, c'est que j'arrive bien dans E ici. Donc c'est la seule chose qu'il faut montrer. Donc soit X appartenant à E. Le but ici, ça va être de montrer que quel que soit K appartenant à 0 P-1, sigma K point X, il appartient bien à E. D'accord? Puisque là, ici, mon groupe, comme ça, je l'aurais fait pour chacun des éléments. On va le faire par récurrence. Donc, pour l'identité, c'est évident. Et donc, on va le faire pour K égale 1. Donc, pour sigma X. Sigma.x,
ça va être l'ensemble G2, d'accord? Puisque là, en fait, j'applique G sigma 1. Donc ici, mon sigma, il transforme le 1 en un 2. Donc j'obtiens G2 ici. Puis je vais obtenir G3 pour le suivant, etc. jusqu'à Gp. Et le dernier élément, ce sera G1. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Eh bien, ce que je peux dire, c'est que G1 étoile Gp, c'est égal au neutre de G, puisque j'ai pris un élément x qui est dans E. Donc quand je fais le produit de toutes ces coordonnées, je dois obtenir l'élément neutre, par définition de E. C'est ça qu'on voulait pour E. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais multiplier à gauche par G1-1 et à droite par G1. Ici, je fais la même chose. G1-1. Je multiplie de ce côté-là par G1. Voilà. Ça, c'est toujours le neutre. Et donc, qu'est-ce que c'est que ça? C'est exactement G2, étoile G3, étoile, jusqu'à Gp, étoile G1. Bon, bah, ça, en fait, c'est bien le produit de mes valeurs qui sont là. Et comme c'est égal à 1, ça veut bien dire que sigma.x, il appartient à E. Voilà, on fait la même chose par... ensuite, on fait notre hypothèse de récurrence et on obtient donc, par récurrence, que quel que soit x, quel que soit k appartenant à 0, p-1, sigma k.x appartient à E. Voilà donc. En fait, quand je fais mon action ici, j'arrive bien dans E. Donc, c'est bien une action de groupe. Maintenant qu'on a montré qu'on avait une action de groupe, on va travailler ici sur les orbites. Que dire des orbites? Donc, soit X un élément de E. On va regarder ce qui se passe au niveau des orbites. Alors, l'orbite de X, ça va être l'ensemble des sigma k.x tel que k appartient à 0 p-1. Donc voilà ce qu'est mon orbite. Alors, je reprends. J'ai été coupé par un coup de téléphone, désolé. Donc, ce qu'on sait ici, c'est que dire des orbites. Donc là, on est des orbites sur E sous l'action de H. Ce qu'on sait, c'est que le cardinal d'une orbite divise l'ordre du groupe. Donc là, notre groupe, c'est H. Or, il se trouve que l'ordre de H, c'est P. Donc, du coup, le cardinal de notre orbite X, c'est soit 1, soit P, puisque P est un nombre premier, donc il n'a pas d'autre diviseur. Regardons. Quand est-ce que nous pouvons avoir que le cardinal de x est égal à 1? Alors la première chose, c'est que pour x qui est égal au neutre de g sur chacune de ces coordonnées ici, alors on a bien que l'orbite de x est réduite à l'élément x, et donc le cardinal de l'orbite de x est égal à 1. Voilà. Et donc il en existe une orbite de cardinal 1. Ça c'est la première chose. Et ensuite ce qu'on peut dire c'est que si le cardinal de l'orbite de x est égal à
alors ça signifie que quel que soit K appartenant à 0, 1, à 0P moins 1, on va avoir que sigma K point X sera égal à X. Et sigma K de X, en fait, bah, ça va être pour tous les cas. Hein. Donc ça veut dire que G1 jusqu'à GP, ce sera égal à, si j'applique sigma une fois, G2 jusqu'à G1, qui sera égal à G3 jusqu'à G2, etc. Jusqu'au dernier qui vaudra GP jusqu'à GP-1. Ici. Donc, on aura que G1 devra être égal à G2 égal à GP. D'où, et bien évidemment la chose suivante, hein, ici, si tout ça je l'appelle G, plus simplement, il faudra que G étoile G, qui est donc G exposant P, soit égal au neutre de G. Donc, il va falloir que l'ordre de l'élément G divise P. Or, l'ordre de G divise P, puisque P est un nombre premier, ça veut dire que l'ordre de G, ce sera soit 1, soit P. Ok. Donc du coup, on va faire un petit bilan sur le cardinal de l'ordre de X, là. Le cardinal de l'ordre de l'orbite de X est égal à 1, si et seulement si, il existe un élément G dans notre groupe, tel que l'ordre de G est égal à 1 ou P. Voilà, je crois que on est bon. Maintenant, on va pouvoir annoncer la propriété suivante. Il y a équivalence entre les trois choses suivantes. La première chose, c'est que P ne divise pas N. La deuxième chose, c'est que un groupe G, donc notre groupe G, hein, ne possède pas d'éléments d'ordre P. Voilà, je vais tracer ici une petite frontière. Et la dernière chose, c'est que E ne possède qu'une orbite de cardinal 1 et n exposant P-1 est congru à 1 modulo P. Voilà. Et on va démontrer cette propriété. Donc, on va commencer par I implique 2I. Donc, si P ne divise pas N, G ne peut pas posséder... Donc, on va considérer, hein, on suppose que ça c'est vrai, que P ne divise pas N, et on va donc montrer que G ne possède pas d'éléments d'ordre P. On sait que si... comment est-ce que je pourrais le formuler? En fait, ici c'est immédiat, car en fait, si G possède un élément d'ordre P,
alors on n'aura que P divise N, ce qui est impossible. Donc P, G ne possède pas d'éléments d'ordre N. D'accord, parce que l'ordre de n'importe quel élément d'un groupe divise l'ordre du groupe. Ensuite, on va montrer que le 2 implique 3. Donc en fait ici pour le 2 implique 3, donc on suppose que G ne possède pas d'éléments d'ordre P. Donc puisque G ne possède pas d'éléments d'ordre P, d'après ce qu'on a fait ici sur les orbites, donc d'après le travail sur les orbites, on a que qu'il n'y a qu'une orbite de cardinal 1. D'accord, donc c'est l'orbite qu'on a décrit ici, puisque en fait pour avoir une autre orbite de cardinal 1, il faut que l'ordre de G divise P. Donc c'est-à-dire que l'ordre de G soit égal à P. Si c'est égal à 1, bah, c'est bien, c'est ce morceau-là. Si c'est égal à P, eh bien ça veut dire que j'ai un élément de mon groupe qui est d'ordre P, et donc ici on a que G ne possède pas d'élément d'ordre P. Donc je ne peux pas avoir d'autres orbites de cardinal 1. Et donc, comme le cardinal d'une orbite divise l'ordre du groupe, ici l'ordre du groupe, pour nous l'ordre du groupe c'est H, hein, et ça vaut P du coup, alors on a que j'ai oublié de dire ça, et les orbites partitionnent le groupe. Donc ça veut dire qu'ici le cardinal de H, ou même H, en fait, je vais pouvoir l'exprimer comme étant une union disjointe de toutes mes orbites. Et donc, si je veux le cardinal de H ici, non, c'est le cardinal de E, ici, non pas de H, hein. Là j'ai des éléments de E, donc ça partitionne E. Voilà, désolé, hein, ça partitionne E. Donc le cardinal de E, ici, ça va être l'orbite de cardinal 1, plus toutes les autres orbites vont être de cardinal P. D'accord? C'est ce que j'ai marqué ici, hein. Toutes les orbites, elles sont soit de cardinal 1, soit de cardinal P. Donc du coup, ça va s'écrire sous la forme K fois P. Je vais avoir K orbites de cardinal P. Et il se trouve que ça, le cardinal de E, c'était n exposant P-1. Donc on a bien que n exposant P-1 est congru à 1 modulo P. Voilà, et pour finir, le 3 implique 1. Eh bien, si E ne possède qu'une seule orbite de cardinal 1, ça implique forcément ceci. Et si on a ça, on peut montrer par l'absurde, hein, si P divise N, alors P divisera N exposant P-1, mais ici, avec cette écriture de congruence là, P ne divise pas N exposant P-1. Donc je vais l'écrire comme ça. P ne divise pas N exposant P-1, donc P ne divise pas N. Et donc le 3 implique le 1. Donc on a bien équivalence sur tout ça. Conclusion. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire en conclusion? Je vais effacer de ce côté-là.
Voilà. Conclusion. On a le théorème de Fermat qui nous dit que soit P a un nombre premier et N un entier naturel non nul. Si P ne divise pas N, alors N exposant P-1 est congru à 1 modulo P. Voilà, et donc là en fait si on regarde bien, ce que j'ai utilisé c'est la propriété I implique 3I. Et le théorème de Cauchy qui nous dit la chose suivante, soit P un nombre premier et N appartenant à grand N. Le théorème de Cauchy nous dit que si je vais prendre ici soit G un groupe d'ordre N, si P divise N, alors il existe un élément petit g appartenant à grand G tel que l'ordre de G est égal à P. Et donc comment j'ai obtenu ce théorème de Cauchy? Eh bien c'est en faisant non petit i qui va impliquer non 2i. Donc la contraposée de 1 implique 2. Voilà, donc j'ai obtenu ici deux théorèmes assez importants à l'aide d'une action de groupe. Voilà, cette application elle me semble très intéressante, on peut la mettre dans des leçons sur les groupes, que ce soit en oral 1 ou en oral 2, ça peut servir de développement. Donc là je l'ai fait en plus de 15 minutes, mais j'ai vraiment pris mon temps pour essayer de détailler chacune des étapes. Ce qu'on peut dire c'est qu'il y a ici quand même, ça paraît assez simple hein, dans la façon dont j'ai fait mes démonstrations, mais il y a quand même deux choses qui sont hyper importantes et qui sont entre guillemets glissées sous le tapis, auxquelles il faudra faire attention. Donc je vais les souligner en rouge en regardant un petit peu tout ce qui se passe, soit G, nanana, ok, on a tout ça, la récurrence, pas de problème. Par ici, que dire des orbites? Donc les orbites c'est bon, mais là c'est à partir de mes propriétés, je pense. Non, ici, ça, le cardinal d'une orbite divise l'ordre de H. Donc ça, il faut savoir le faire. Je pense qu'en fait, ça va être, c'est quelque chose qui s'appelle l'équation en classe. Ici, qui nous dit qu'en fait, l'équation en classe, on a le cardinal du stabilisateur de x fois le cardinal de l'orbite de x, qui est égal au cardinal du groupe. Voilà. Et est-ce qu'on a besoin d'autre chose? Ici. À quoi il faut faire attention aussi? C'est que si G possède un élément d'ordre P, alors P divise N. Ça. Voilà, qu'il faudrait démontrer. Donc là, en fait, il y a le théorème de Lagrange qui est derrière, mais pas que. Voilà, et donc je pense que je vais faire une petite relecture et puis après je vous ferai une démonstration de ces deux choses-là pour avoir finalement toutes les clés en main pour pouvoir faire ce développement. Voilà. Bien, alors maintenant on va finir cette vidéo avec les deux points un petit peu clés de la démonstration sur lesquels le jury pourrait potentiellement nous poser des questions. La première, c'est que le cardinal d'une orbite divise l'ordre du groupe, donc ça c'est quand même loin d'être évident. Et la deuxième, c'est que si G possède un élément d'ordre P, alors P divise N.
Alors, pour le premier, le cardinal d'une orbite divise l'ordre du groupe. On va commencer par redéfinir ce qu'est une orbite. Donc, si je note l'orbite de x, avec ici x, un élément de E, l'orbite de x, ça va être l'ensemble des éléments qui sont sous la forme g.x, avec x qui décrit le groupe G. Donc, a priori, l'orbite de x ici, ce sont des éléments qui sont dans E et non pas dans G. Et pourtant, on a beau avoir des éléments qui sont dans E, eh bien, le cardinal de cet ensemble-là, il va quand même diviser l'ordre du groupe. Donc, il y a quand même un lien entre l'ensemble et le groupe au niveau du cardinal. Et on va aussi avoir besoin de la notion de stabilisateur. Donc, le stabilisateur de x, ce sont... Donc, cette fois, il vit dans le groupe et c'est l'ensemble des éléments G qui appartient au groupe, tel que g.x est égal à x. Donc le g.x, ça représente l'action de groupe qu'on a vu tout au début. Voilà, donc maintenant on va pouvoir faire la démonstration. Et pour faire la démonstration, en fait, on va utiliser une application phi qui va de g sur le stabilisateur de x dans l'orbite de x. Alors pour avoir ça, en fait, on va se servir du fait que là on va noter g bar qui sera égal à un g fois le stabilisateur de x et du coup qui va lui associer g.x. Voilà, alors pour pouvoir faire le quotient ici, il faut avoir une relation d'équivalence. Alors la relation d'équivalence sera la suivante. On dira que x est en relation avec y, si et seulement si y appartient... Non, c'est bon. Excusez-moi, j'ai cru qu'il y avait un coup de téléphone. Donc si et seulement si y appartient à l'orbite de x, c'est-à-dire si et seulement si... bon, voilà, si seulement si ça appartient à l'orbite de x. Donc s'il existe un g tel que y s'écrive g.x. Bah, ça c'est une relation d'équivalence. Donc puisque j'ai une relation d'équivalence, je peux aller chercher les classes d'équivalence, et les classes d'équivalence elles vont s'écrire en fonction du stabilisateur de x, puisque du coup il y a le lien entre l'orbite de x et le stabilisateur de x. Voilà. Du coup on peut quotienter ici notre groupe, et cette application-là, on va regarder comment elle se passe. Donc la première chose, c'est que phi, elle est surjective. Alors pourquoi elle est surjective? Bah, c'est par construction. Vous prenez n'importe quel élément qui est dans l'orbite de x, il va s'écrire sous la forme g.x avec un certain g, et du coup vous prenez la classe de g, donc g bar, et vous êtes sûr d'arriver sur g.x. Donc on est sûr d'avoir une application qui est au moins surjective. La question c'est quand même, est-ce que phi est défini? Donc phi est-elle définie? Et bien là ça nous rappelle un petit peu ce qu'on a fait sur le premier théorème d'isomorphisme, à savoir, est-ce que si je prends un autre représentant de ma classe, je vais quand même arriver au même endroit? Donc en fait, l'image de phi ne doit pas dépendre du représentant qu'on va choisir ici. Donc pour faire ça, on va prendre G et H qui appartiennent à G, et on va regarder, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder G.x égale H.x. Voilà. Donc à quel moment j'atterris au même endroit au niveau de l'orbite? Et bien ça c'est équivalent à H-1 G.x, c'est-à-dire que c'est lorsque H-1 G égale x ici, appartient au stabilisateur de x, c'est-à-dire lorsque la classe de h est égale à la classe de g.
Voilà. Et du coup, ça répond à notre question, puisque si je prends deux représentants qui sont dans la même classe, donc un représentant H qui est dans la classe de G, ou un représentant G qui est dans la classe de H, on peut le lire comme on veut, et bien ce qu'on a, c'est que G.x sera égal à H.x. Donc notre application phi, en fait, elle est constante sur les classes d'équivalence. Voilà, donc phi est défini. Et en plus d'être défini, eh bien on a directement la chose suivante. Si je prends deux classes qui ne sont pas égales, eh bien immédiatement, G.x ne sera pas égal à H.x, parce qu'on a des équivalences ici. Ce qui veut dire que si je prends deux classes distinctes, j'arriverai à un endroit distinct. Autrement dit, phi est injective. Phi est surjective, injective, bien définie. Donc phi est bijective. Et puisque phi est bijective, ça veut dire que le cardinal de G quotienté par le stabilisateur de x, qui est égal au cardinal de G divisé par le cardinal du stabilisateur de x, est égal au cardinal de l'orbite de x. Et donc ça veut bien dire que le cardinal de l'orbite de x divise le cardinal de l'ordre du groupe, donc le cardinal du groupe. Pour la deuxième partie, si G possède un élément d'ordre P, alors P divise N. Là, en fait, c'est le théorème de Lagrange qui est derrière. Je pense que le fait de uniquement citer Lagrange pourrait convenir au jury. On peut juste dire la chose suivante. Donc, soit X d'ordre P, ça veut dire que le sous-groupe engendré par X, en fait, il va être sous la forme le neutre de G, X, X au carré, etc. jusqu'à X exposant P-1. Et donc ça va être un sous-groupe de G. Et puisque ça, c'est un sous-groupe de G, là, on peut utiliser le théorème de Lagrange qui nous dit que, du coup, le cardinal de G, c'est égal à l'indice du sous-groupe de X par rapport au cardinal de G fois le cardinal du sous-groupe de X. Donc, ici on a N, ici on a P, P divise N. Voilà pour cette partie-là. Voilà, donc c'était un petit peu tout ce que j'avais envie de dire sur ce théorème là, qui nous permet de démontrer à la fois le théorème de Fermat et un théorème de Cauchy. Je trouve que c'est l'une des plus belles applications que j'ai eu à étudier depuis que je révise l'agrégation et je voulais partager ça avec vous. Merci de m'avoir suivi et à une prochaine.